Salut la gang! Déjà 50% des 12 travaux de Marc-André de complétés. Aujourd'hui, je vous parle de la 6e épreuve qui était de vivre dans un igloo pendant une semaine. L'objectif avec cette épreuve, c'était de démontrer qu'on était capable de profiter des joies de l'hiver malgré les grands froids du mois de février. C'est une occasion idéale également pour tester plusieurs techniques avec la neige et se construire des habitations, mais également de tester de l'équipement afin de nous préparer pour la prochaine épreuve qui est la traversée des Chic-Chocs en ski de randonnée. OK, j'arrête ça tout de suite. Je le sais, c'est pas un igloo, c'est une habitation qu'on appelle un Quincy, ce que j'ai construit. Mais ça se ressemble quand même. Tous les deux, c'est des abris de neige, mais j'aimais mieux parler d'un igloo parce que ça permettait un petit peu plus d'imager ce que c'était. La majorité des gens ne savent pas c'est quoi un Quincy. Évidemment, outre les scouts qui pratiquent cette technique d'habitation, en fait, hivernale, souvent là, dans leur trip de plein air d'hiver. En fait, ce que c'est un Quincy, c'est une habitation d'origine amérindienne qui est le même principe qu'un igloo, c'est d'utiliser la neige pour se construire en fait un abri. Principalement, dans le cas du Quincy, c'est un abri de survie. Donc, si on fait une activité de plein air, qu'on est à l'extérieur, qu'il y a une intempérie, puis qu'on est pris un peu dans le forêt ou en région un peu plus éloignée, c'est un type d'habitation qui est très efficace pour s'abriter du vent, s'abriter du froid également et conserver notre chaleur. Cette épreuve, c'était l'occasion idéale pour les jeunes de l'Étoile de participer avec moi, puisque ça se passait directement à Saint-Jean, au parc Ronald-Beauregard, pendant l'hivernal des Montgolfières. Donc, il y a deux des jeunes qui sont venus m'aider pour construire mon Quincy. Pour construire un Quincy, la façon idéale de faire ça, quand on se retrouve en forêt, c'est de prendre de la neige avec une pelle, de se faire un amoncellement, de taper ça avec nos raquettes ou avec la pelle ou avec des skis. Ensuite, on rajoute de la neige, jusqu'à temps de se retrouver environ à 6 à 10 pieds environ d'épaisseur de neige. Par la suite, il faut attendre environ 3 à 4 heures pour que la neige continue de se compacter malgré qu'on a tapé avec les raquettes pour permettre d'avoir une neige qui va être très dense. Ensuite, on peut installer des tiges de bois d'environ 25 cm un petit peu partout dans l'igloo pour nous aider à quelle hauteur on va arrêter. Parce que, idéalement, il faut avoir des murs et un toit d'environ 30 cm. Dans mon cas, ce que j'ai fait, grâce à la ville de Saint-Jean, j'ai réussi à avoir un amoncellement de neige pendant la tempête de vendredi dernier. Et les grands froids de samedi ont permis une compaction de la neige qui était vraiment idéale. Donc, beaucoup de neige compressée par le froid. Et également, on a eu environ 12 heures avant le début de la construction. Donc, la neige était vraiment très compacte. Je le sais, les gens se posent la question, c'est-tu solide? Ça, je vous reviens avec ça un petit peu plus tard. En fait, ce que nous, on a fait, c'est qu'on a creusé directement dans l'amoncellement de neige qui avait été tapé. J'ai donné quelques techniques aux jeunes. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a planté une sonde qu'on sert au niveau de sécurité en avalanche. C'est une tige, en fait, qui est graduée, qui permet de voir l'épaisseur de neige. On est allé sur le top de la butte. On a planté la sonde en plein milieu du futur igloo, du futur Quincy, pour identifier, en fait, la profondeur que je voulais aller chercher. Vu que j'étais là plusieurs jours, on a décidé de mettre le plafond un petit peu plus haut. On a planté la sonde, ça nous permettait d'avoir également un repère de jusqu'où aller pour ne pas se retrouver d'avoir fait un tunnel jusque l'autre côté. Une fois la sonde plantée, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit notre orientation de la porte. Évidemment, la majorité des vents l'hiver viennent de l'ouest, donc ce qu'on veut, c'est pas avoir une ouverture, donc notre porte vers l'ouest, puis faire rentrer le vent facilement à l'intérieur. Donc je suis vraiment allé au côté opposé, donc mon entrée se situait à l'est. Une fois que l'identification a été faite grâce à la boussole, on a pu commencer à creuser, faire la première section, donc qui est le tunnel qui nous amène vers le Quincy, donc l'endroit où je vais dormir. Donc on creuse, il y a mon ami Jean-Sébastien qui est venu aider les deux jeunes de l'Étoile et moi à faire cette construction-là. Il y a également Doriane de l'Étoile qui était là et Jessica pour prendre quelques photos et nous aider à sortir la neige. Parce que rendu à l'intérieur, quand on commence à creuser, il y a beaucoup de neige.
qui est à sortir, c'est vraiment le défi, c'est l'évacuation de cette neige-là. Parce que sinon, on se retrouve rapidement, comme nous, ce qui a été le cas, c'est qu'on creusait tellement rapidement qu'on s'est retrouvé avec un bouchon à l'entrée de la porte, donc on était en train de s'enfermer à l'intérieur. Ce que j'ai utilisé moi pour creuser, c'est vraiment ma pelle qui me sert encore là en niveau sécurité d'avalanche. Donc c'est une pelle qui est très très courte, très légère. Ça me permettait de vraiment bien manipuler, bien casser la neige pour venir faire ma construction à l'intérieur et la forme. Au niveau de la forme, c'est hyper important d'avoir une forme qui est arrondie. Donc on se demande pourquoi c'est rond l'igloo. Moi, au niveau de la construction du Quincy, on va aller chercher le dôme à l'intérieur quand même, qui est beaucoup plus résistant. Un peu comme un arche, donc qui vient s'accoter un sur l'autre. En haut, comme un château de cartes également, c'est solide parce que ça s'appuie, il n'y a pas de structure qui vient tenir ça. Donc la forme arrondie est hyper importante pour, en fait, au niveau de la sécurité et de la solidité. Une autre chose importante aussi, on ne veut pas construire une trop grosse bulle à l'intérieur, pour ne pas affaiblir la structure, mais également pour pouvoir conserver notre chaleur. Parce qu'évidemment, dans un Quincy, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de plainte électrique, il n'y a pas de chauffage d'appoint, outre peut-être une petite chandelle pour couper un peu l'humidité et essayer de chauffer, mais c'est vraiment notre corps qui va dégager la chaleur, qui va réchauffer l'endroit où on dort. Donc, si on s'en va avec un Quincy qui va être trop grand, la problématique qui va arriver, et oui, ça va être difficile à chauffer, donc les températures restent d'être beaucoup plus froides à l'intérieur. Autre point important aussi au niveau de la construction d'un Quincy, l'échange d'air. Parce que le soir, quand on se couche, on vient bloquer la porte. Moi, j'avais utilisé un traîneau puis la bâche pour couper la porte, pour éviter qu'il y ait des froids qui rentrent, qu'il y ait un trop gros échangeur d'air. Donc, ce qu'on doit faire une cheminée pour l'évacuation du CO2 et également faire des trous d'aération pour un apport d'air. Au niveau de cet apport d'air-là, c'est hyper important de faire des trous qui vont être tout près de l'endroit où on va dormir. Donc, où on va installer notre tête pour que l'oxygène soit le plus près possible. L'évacuation au niveau de la cheminée, au niveau du toit. Un autre point important, normalement un Quincy, on va utiliser ça pour un week-end, une journée, c'est vraiment un abri de survie. Moi, puisque je restais là 6 nuits, donc 7 jours, 6 nuits, c'était important de bien observer ce qui se passait avec ma butte de neige, parce que le soleil joue un rôle primordial sur la qualité de la neige. Il y a également au niveau de la chaleur, donc il fallait surveiller. Idéalement, il faut que la température se tienne autour de -4 et plus froid. Donc pendant la semaine, il y avait des réchauffements, donc c'était vraiment à surveiller. Puis plus ça allait, plus notre butte à l'intérieur s'affaissait. Donc moi, à chaque soir, j'allais recreuser pour aller chercher le dôme. En plus, j'avais plusieurs visiteurs donc qui étaient curieux de venir voir cette habitation-là, comment je faisais pour vivre à l'intérieur. Donc, il y avait beaucoup de chaleur qui était dégagée, donc ça change au niveau de la neige. Également, on ne veut pas se retrouver avec une paroi glacée tout autour. Ce qu'on veut aller chercher, c'est vraiment de la neige qui est un petit peu plus folle. Au sujet de la forme, les jeunes de l'Étoile qui sont venus m'aider à construire l'igloo ont remarqué, quand ils sont venus me rendre visite lors du samedi suivant, que la butte avait changé. Les deux ont fait comme « Wow! » Ça a changé. Donc, la neige a continué à se compacter, à continuer à vraiment venir modifier. On est maintenant rendu au moment où je vais vous parler de mes 6 nuits, comment ça s'est déroulé. Première nuit, température très clémente, mais un taux d'humidité très élevé, donc à 100%. Ce qui rendait la chose un peu plus compliquée. On sait quand l'humidité est là, ça rentre à l'intérieur, c'est beaucoup plus saisissant. Donc, je dirais que c'était une bonne nuit, une adaptation également à dormir dans ce type d'habitation-là. Puis il y avait une petite pensée également qui me revenait toujours à l'esprit. Tout le monde me disait « C'est-tu assez solide? C'est-tu assez solide? » Moi, j'étais confiant que c'était correct, l'avoir déjà expérimenté dans les scouts. Je sais que la construction était efficace, mais ça reste que quand tout le monde te pose la question, ça t'amène un petit doute. Puis à un moment donné, c'est tellement hermétique dans cet environnement-là que j'entendais voyons, c'est quoi ça? Là, je regarde l'heure, il est 9h30, 10h. Il n'y a pas personne dans le parc à ce moment-là. Il n'y a pas personne sur ma butte. Est-ce que c'est la neige qui est en train de travailler? Mais non, finalement, j'entendais les vibrations de mon cœur tellement que c'est silencieux. Donc, ça m'a surpris, en fait. Ensuite, quand je me suis rendu compte que c'était mon cœur, que tout allait bien, je dis, on fait confiance à la construction. Puis je me suis endormi très rapidement. Rendu environ à 3h, 3h30, ce que je craignais, une envie de pipi. Et oui! Quand tu es confortable dans ton sleeping -29, que tu es tout au chaud, que tu dors bien, puis que l'envie d'aller aux toilettes est plus forte,
tu te rhabilles, puis tu dis « Ok, j'affronte le froid extérieur. J'ouvre ma porte, je sors. L'humidité était incroyable. C'était brumeux, brumeux, brumeux partout dans le parc. Les arbres étaient givrés, on sentait l'humidité, puis là, c'est venu vraiment saisir. Après ça, je suis revenu, je suis rentré, j'ai refermé ma porte, je me suis couché au chaud jusqu'à mon réveil. Ma première avant-midi était quand même spéciale. J'étais vraiment amorti, très fatigué. Pourtant, j'avais bien dormi. En fait, à première vue, je pensais que c'était le froid qui affectait mon corps, puis qui, vu que mon corps combattait un petit peu le froid pour se réchauffer, qui était fatigué malgré la bonne nuit de sommeil. En fait, en discutant avec mon ami Jean-Sébastien, je me suis rendu compte que c'était probablement pas le froid que je combattais, mais probablement un manque d'oxygène que j'avais eu pendant ma nuit. Simple, j'avais fait seulement que 2 trous, ce qui normalement est recommandé dans le Quincy, donc au niveau de la cheminée, puis un trou pour faire un apport d'air en oxygène. Cependant, mes murs et mon toit avaient été mis à 70 cm. La raison est bien simple. Normalement, oui, je vous ai dit tantôt, c'est 30 cm. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé 70 cm puisqu'à chaque soir, je voulais recreuser mon dôme puisque ça s'affaissait. Donc, je voulais me garder un petit peu plus de toit pour ne pas me retrouver à ma dernière nuit à la Belle Étoile directement, donc exposé au froid et aux intempéries. Donc, en discutant avec Jean-Seb, ce qu'on est arrivé comme conclusion et qui est très logique, c'est que je manquais d'apport en oxygène, donc mon aération ne se faisait pas de façon efficace. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des trous supplémentaires parce que, en plus, en prévision de la deuxième nuit que Jessica venait dormir avec moi, c'était important d'avoir un apport en oxygène qui était supérieur que ma première nuit, surtout que toute seule, j'ai consommé beaucoup de l'oxygène, donc à 2, ça aurait pu être vraiment très dangereux. Heureusement, on a lu comme il faut, on a apporté les modifications, et également en prévision de la dernière nuit, au lieu de fermer la porte au complet, on a laissé une ouverture qui permettait en fait un apport d'air supplémentaire. Justement, cette deuxième nuit-là, expérimentation pour Jessica, première nuit pour elle, deuxième pour moi. Vraiment une autre belle nuit. Stressant parce que la forme à l'intérieur change beaucoup. Donc c'est vraiment important de recreuser à chaque soir pour venir garder la forme pour pas que ça s'affaisse, parce que si j'avais pas fait de modification, peut-être qu'à la dernière nuit, j'aurais eu vraiment beaucoup moins d'espace. Juste pour vous donner une idée, je mesure 5 et 6, j'étais debout, puis par la suite, tout le long de la semaine, je réussissais à m'asseoir ou à être à genoux. Donc, il y a vraiment eu une descente, malgré que je creusais en plus. Donc, le travail de la neige et de la chaleur du début de semaine et du soleil faisaient leur boulot. Mercredi matin, au réveil, je recevais les membres du club des gens d'affaires de la Montérégie, club dont je fais partie. Donc, Jess avait fait une belle terrasse à l'extérieur pour pouvoir accueillir les gens. Donc, on avait des croissants, des muffins par la boulangerie Le Vin numéro 5. Il y a également Lou Vincent de Thé Doréa qui avait emmené du thé pour réchauffer tout le monde. Les gens étaient vraiment curieux de rentrer à l'intérieur. Il y en a quelques-uns qui disaient qu'ils me trouvaient un petit peu fou de dormir là-dedans. Mais bref, c'était vraiment très agréable. Beaucoup de visites, donc 15 à 20 personnes environ dans cette visite-là. La particularité de tout ça, c'est que évidemment, je travaillais, donc je n'étais pas toujours à l'igloo. Mais on a quand même pris le temps de faire plusieurs de nos dîners et soupers à l'extérieur avec le réchaud. J'avais fait un petit coin cuisine là, pour pouvoir mettre ma glacière au frais. Également un coin pour mon réchaud, couper du vent, pour être capable de faire ma cuisine de façon efficace. Ma nuit numéro 3 s'est passée un petit peu différemment. Je travaillais le soir, je suis rentré rapidement à l'igloo. Je crois que j'avais les pieds déjà gelés d'avoir travaillé à l'extérieur. L'humidité était présente encore, beaucoup moins que la première nuit, mais c'était présent, surtout au niveau de mes pieds. J'ai quand même changé mes bas, je croyais que mes pieds étaient corrects, mais j'ai vraiment gelé les pieds toute la nuit. Je me suis réveillé le lendemain matin avec les pieds là, très glacés, limite enflés, là, qui combattaient vraiment. Pourtant, le reste du corps était très bien, dans mon sleeping, j'étais bien. Probablement un problème d'humidité. Ça, c'est une chose qui est hyper importante quand on couche à l'extérieur, c'est cette gestion d'humidité-là. Pas dormir avec des vêtements trop mouillés, d'essayer d'avoir, si on est en randonnée, en expédition, d'avoir un kit pour le jour, un kit de soir, nuit, afin de dormir de façon confortable. Parce qu'évidemment, les sleeping en duvet comme ça, puis moi j'avais une enveloppe en plus que je testais par-dessus, mais ça garde notre humidité à l'intérieur. Donc mes pieds, c'était vraiment très inconfortable. Ensuite, nuit 4 et 5 qui arrivent, je reçois beaucoup de textos, des gens qui s'inquiètent. Ils annoncent des moins 25 à moins 30 et même température ressentie jusqu'à moins 35 pendant ces 2 nuits-là. Les gens sont inquiets.
Moi, je suis confiant, je sais que ça va bien se passer. Mon sac de couchage est adéquat pour ce type de température-là. En plus, dans l'igloo, on est vraiment bien. L'échange d'air, je sais qu'il se fait bien. De plus en plus, je ferme ma porte de façon hermétique. L'échange d'air se fait très bien juste avec les trous d'aération que j'ai fait. Les nuits se passent d'un sommeil profond et vraiment génial. L'air frais à l'intérieur me permet de bien dormir, bien au chaud pour le reste du corps. Juste mon petit nez de temps en temps qui gèle un petit peu. Je le rentre dans mon sleeping pour me cacher, pour le réchauffer. Mais ensuite, là, ça se passe vraiment très bien. À l'extérieur, moins 28 environ. À l'intérieur, quelle température vous pensez qu'il fait? OK. Je donne la réponse. À l'intérieur, il faisait moins 8. Au plus froid qu'il y a eu dans la nuit, là, en fait, de vendredi à samedi. C'est vraiment impressionnant à quel point la neige, c'est un excellent isolant. Le petit défi dans ces températures-là, c'est le matin de prendre le linge pour la journée qui est sur le sac à dos à côté de nous ou dans le sac à dos, puis de dire « OK, je sors du sac de couchage, puis j'enfile ces vêtements-là qui sont un petit peu plus froids et je vais affronter l'extérieur. » Mais ce que j'ai fait en fait, moi en prévision, c'est que je me suis levé quelques minutes plus tôt, j'ai pris ce linge-là, je l'ai mis dans le sleeping avec moi, ça a refroidi un petit peu, mais ça reste que la chaleur qui est à l'intérieur a permis de réchauffer mes vêtements. Ensuite, je me suis habillé et j'ai pu continuer mes journées et de m'amuser en plein air. Le samedi, j'ai eu la chance d'avoir la visite des jeunes de l'Étoile qui sont justement venus voir la construction qu'ils m'avaient aidé à faire. On profite des sentiers glacés du parc Ronald Beauregard. Vraiment, là, profiter des joies de l'hiver, c'est tellement magnifique. Puis pour les habitants de Saint-Jean, là, je vous suggère vraiment d'aller voir ces sentiers-là. C'est agréable, on est en plein air. La glace est très belle pour une glace extérieure. Donc profitez-en avant que ça se réchauffe trop puis qu'on tombe au printemps. Il va y avoir d'autres choses à faire au printemps, inquiétez-vous pas. Mais là, il faut vraiment en profiter. L'hiver, là, c'est l'occasion idéale pour aller à l'extérieur. Avec les jeunes, on patine, on en profite. Il y en a qui expérimentent même le fat bike qui était à l'essai pendant l'hivernal des Montgolfières. Ensuite, pour moi, on attaque la dernière nuit. Dernière nuit qui a été un petit peu plus difficile, un peu plus d'humidité car il y a eu beaucoup de visiteurs là, au cours des derniers jours. L'humidité également qui a augmenté dans l'air, la température qui se réchauffe. Mais quand même, c'est une bonne dernière nuit. Je suis vraiment content de l'expérience. Je suis très curieux et j'ai vraiment hâte de détruire l'igloo afin de voir et de démontrer aux gens que c'était une habitation qui était très résistante et qui me permettait d'être en sécurité malgré la neige qui était au-dessus de ma tête. Le dimanche, température plus douce, l'hivernal des Montgolfières attire une foule incroyable, donc c'est vraiment génial. Plusieurs visites, j'explique beaucoup de trucs, les gens peuvent rentrer à l'intérieur, on discute, on se rend compte que c'est vraiment plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur. Juste le fait de couper le vent fait une grande différence. Même, je reviens un petit peu en arrière, mais le soir, vendredi soir en fait, il y a 2 personnes qui sont venues jaser avec moi pendant qu'il faisait environ moins 28 à l'extérieur. On est 3 hommes à l'intérieur, ça chauffe, on parle, l'humidité, etc. Quand on est sorti, il y avait de la petite boucane qui sortait au-dessus de la cheminée. Donc, pour montrer à quel point la chaleur peut se créer à l'intérieur, même dans un abri qui est fermé et qui est fait de neige. Donc, plusieurs visites à l'intérieur de l'igloo. Les gens sont curieux, posent beaucoup de questions. Donc, l'hivernal des Montgolfières est terminé. Maintenant, le temps de détruire la merveilleuse habitation. Ouais, un petit pincement au cœur, mais c'est le moment. C'est au point de vue de la sécurité. C'est un parc qui est très fréquenté. Il y a des jeunes qui vont à l'école, qui est tout près, qui viennent passer du temps dans le parc sur l'heure du dîner. Donc, c'est important au niveau de la sécurité de détruire ça pour pas qu'il y ait un jeune qui rentre à l'intérieur et que ça s'écroule. Pas que je doute de la structure et de la solidité, mais vraiment au niveau de l'affaissement. Donc, il suffirait qu'un jeune rentre au moment où c'est sur le point de lâcher, donc à cause du réchauffement qu'il va avoir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Donc, au point de vue de sécurité, c'est le moment de détruire l'igloo. Juste avant de vous laisser sur la séquence de la destruction de l'igloo, je vous invite à aller jouer à l'extérieur. Profitez de l'hiver, il y a plein de sports hivernaux vraiment génial à faire. Si j'ai réussi à dormir à moins 30 pendant au moins 2 nuits et passer la semaine à dormir dans une habitation hivernale, je suis certain que vous êtes capable de trouver le temps, 30 minutes à 1 heure, 1 heure et demie, vous allez prendre goût de toute façon, puis d'aller jouer à l'extérieur, même si le thermomètre ou Météo Média Environnement Canada vous disent il fait moins 25, il fait froid. Vous êtes capable de bien vous habiller avec des vêtements adéquats, on est capable de tout faire les sports à l'extérieur. Bref, on se reparle très bientôt. Beaucoup de préparation pour la prochaine épreuve qui est la traversée des Chic-Chocs en ski de randonnée. Je vous reviens avec quelques détails bientôt et je vous laisse sur
C'est le moment de vous laisser sur les images de la destruction de l'igloo, mon habitation qui m'a servi pendant une semaine. Mais je suis curieux quand même de savoir, est-ce que vous pensez que ça a été facile à détruire, un petit claquement des doigts, ou ça a été beaucoup plus compliqué? Est-ce qu'on a eu besoin d'outils pour le faire? Donc, voici les images sur cette destruction et on se revoit très bientôt. Ciao!